Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Véronique Prince, bonsoir. 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 Les gens se disent peut-être, ah, ben voilà une autre subvention comme les autres, une usine, puis ils prêtent à peu près pas attention. Or, c'est vraiment les... Il y a un grand jeu qui est en train de se mettre en place en Amérique du Nord. Les Américains mettent beaucoup d'argent pour attirer les grands, pour faire des batteries, toute la filière électrique, etc. Or, Hélène, le Canada a suivi, on l'a vu avec l'exemple de Volkswagen en Ontario. Là, on le voit avec GM au Québec. Oui. C'est une partie d'échec qui se joue, là. Oui, absolument. Quoique les deux cas ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans celui de GM aujourd'hui qui est annoncé, c'est un investissement un peu plus traditionnel. Ottawa ne veut pas me dire si c'est un prêt ou une subvention. C'est un peu bizarre, mais bon, il nous dit que pour ne pas affecter d'autres négociations, ils ne peuvent pas révéler ça. On finira peut-être par le savoir. Détail. Mais oui, quand même. Mais c'est de l'argent qui est investi pour construire cette usine. Hein? 150 millions, ça équivaut à peu près au quart de la facture. C'est vraiment différent de ce qui a été fait pour cette usine de Volkswagen, qui est beaucoup plus grosse. Là, on parle d'une usine de 7 milliards de dollars. Et dans ce cas-là, la contribution d'Ottawa pour l'usine, c'est juste 10 % du total de l'usine. Mais le gros morceau de l'enveloppe fédérale, c'est pour plus tard. Ça va être sur la production de cette usine. Quand elle fonctionnera, ça va être par unité de mesure. Et d'ailleurs, on nous dit bien que si jamais les États-Unis devaient se doter d'un autre président ou devaient abandonner ces fameuses règles très généreuses, eh bien, les règles proposées par Ottawa tomberaient à l'eau. Mais oui, on est en train de se positionner. En même temps, ça fait pleuvoir beaucoup de milliards et ça amène certains quand même à s'interroger. Oui, d'ailleurs, c'est fort possible que les Américains, changement de président ou pas même, soit moins généreux compte tenu, il y a des négociations avec les républicains, plafonnement de la dette. Donc, mais en attendant, Alex, ça crée une pression au Canada et au Québec. M. Legault, d'ailleurs, a laissé entendre en conférence de presse, nous aussi, on veut notre bout du gâteau là, pour attirer ces joueurs-là. On veut créer une synergie, là. Oui, ou bien on joue dans le scénario de la filière batterie et des véhicules électriques où on ne joue pas dedans, mais il n'y a pas de milieu, là. Donc, ou bien on se coltaille avec les Américains, avec l'Ontario, dans le cas canadien, avec la France, avec l'Allemagne, avec la Corée. Tous ces pays-là veulent attirer des investissements pour la nouvelle filière batterie, les véhicules électriques. La logique veut que ces grands fabricants-là s'installent là où ils produisent déjà des véhicules. Aux États-Unis, en Ontario, dans le cas de GM, ça dépend des usines, mais dans le cas de Volkswagen, en Allemagne, bien évidemment, la Corée pour Hyundai, pour d'autres fabricants. Donc, si au Québec, on veut une part du gâteau là, dans la filière batterie, construire des éléments de la batterie, dans les cathodes, par exemple, pour GM, ou dans les produits chimiques pour BASF qui s'en vient, là, le géant allemand, bien, il faut être capable de subventionner, de faire des prêts. Actuellement, là, c'est là que ça se passe. Dans 5 ans, il va être trop tard si on veut construire une nouvelle industrie qui sort de terre, et ça n'arrive pas souvent, là. Une fois par génération, peut-être une fois par 50 ans, où on crée là, de toutes pièces une nouvelle filière d'automobile en Amérique du Nord. C'est pas mal là que ça se passe. C'est là qu'il faut lever la main puis sortir le chéquier. C'est maintenant. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Hélène, mais Véronique, je vous donne la parole. Vous avez fait un gros dossier là-dessus. On ne sait pas si M. Poilievre sortirait le dossier, le chéquier autant. Je vais vous reposer ça après. Non. Mais, Véronique, vous nous aviez présenté en long et en large cette vision dans la vallée de la Saint-Maurice de faire un pôle d'attraction là, pour ce genre d'usine. Oui, puis pour poursuivre sur ce que mes collègues disaient, au Québec, on n'est peut-être pas capable de compétitionner de la même manière que les Américains là, qui sortent l'argent là, à coups là, de millions, milliards pour attirer ces entreprises-là. Mais ce qu'on se dit au Québec, c'est que, bon, nous, on a les universités, puis en ayant une zone d'innovation, on est capable de créer une espèce d'écosystème qui va les attirer. Donc, on a un bassin de chercheurs. Puis, en plus, on a l'hydroélectricité avec un tarif à bas prix à leur offrir. Alors là, c'est l'espèce de mode au gouvernement d'offrir ce qu'on appelle des prêts pardonnables. Dans les faits, c'est comme une subvention, sauf qu'on exige en retour certains critères. Comme dans ce cas-ci, on exige que les emplois soient maintenus, je pense, pour une période de 10 ans. Et je peux vous assurer que pour être allé sur place, il déroule le tapis rouge. Là. La Société du parc industriel de Bécancour est là pour créer l'infrastructure routière, par exemple, de faire en sorte que tous les éléments soient là pour qu'ils aient envie de venir installer leur usine. Vous voulez un chemin de fer au nord au lieu d'au sud? Parfait, on va vous le faire. Vous voulez un quai de
plus au port de Trois-Rivières, on va en construire un autre. Alors, ils sont prêts à tout leur donner, finalement, en termes d'infrastructure pour les attirer. Parce qu'il y a de la compétition. D'ailleurs, je vous posais la question, Hélène, avant de passer à l'autre sujet. Ça va être intéressant de voir d'ici quelques mois. Est-ce que M. Poilievre, lui, serait prêt à donner autant d'argent à ses entreprises? La réponse est « je ne le sais pas » parce qu'on ne nous le dit pas. On a posé souvent la question, on n'a toujours pas de réponse. M. Poilievre, le chef conservateur, entretient un flou. Et c'est quand même intéressant parce que d'habitude, on associe le Parti conservateur, la droite économique, un petit peu plus en lignée avec le milieu de la finance, le milieu des entreprises, etc. Et donc, on les imaginerait être d'accord avec ce genre d'intervention économique, alors que le NPD, à gauche, plus susceptible, par exemple, de parler de corporate welfare, hein, le bien-être social corporatif, ces subventions que l'on donne puis qui nous donnent pas toujours ce qu'on veut. Alors là, les rôles sont inversés. Vous aviez aujourd'hui le chef du NPD, Jagmeet, qui disait « Eh oh, est-ce qu'Ottawa va allonger le chéquier, ouvrir le chéquier pour pouvoir accoter l'offre à Volkswagen pour la donner à Stellantis, qui réclame plus d'argent? » Alors que le Parti conservateur entretient un doute. Et quand on entretient un doute, bien, généralement, c'est parce qu'on n'est pas très, très chaud à l'idée. Alors vraiment, une inversion des rôles. Une inversion des rôles. Très bien. Conseil général du PLQ, Alec, je vous fais entendre Jérôme Turcotte, celui-là, peut-être vous avez lu ça dans la presse, c'était vendredi, je crois, ancien président de la commission politique, et il était aussi avec Mme Anglade. Jérôme Turcotte, qui ne veut plus faire partie du parti, mais était là, enfin bref, et Marc Tanguay, chef intérimaire, on revient. C'est un sujet duquel on ne parle pas. On sait qu'on ne s'entend pas à l'interne sur ces enjeux-là, puis c'est correct, c'est normal. À un moment donné, il faut parler de ces désaccords-là, puis en arriver à une conclusion. C'est surtout dans cette perspective-là, c'est que c'est un enjeu qui est peu abordé, qui est mal abordé. Il est grand temps pour nous d'arriver avec de nouvelles propositions pour que le fait français, le fait nationaliste québécois puisse s'inscrire au sein de la Fédération. Donc, avec beaucoup d'audace, on a bien hâte d'en parler. Bon, être nationaliste, si oui, comment? On était dans des questions comme ça, Alec, en fin de semaine. Oui, je connais Jérôme Turcotte depuis un bon moment. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années. C'est un homme calme, réfléchi, pas du tout une tête brûlée. Là. C'était avant qu'il soit avec Dominique Anglade. Puis c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ces questions-là depuis longtemps. Donc, sa sortie sur le fait qu'il manquait de québécitude au Parti libéral du Québec, que c'était parfois une succursale du Parti libéral du Canada, qui manquait un peu de mordant par rapport à comment redéfinir le fédéralisme. Tout ça, j'en avais déjà discuté avec lui. C'est très cohérent avec sa vision depuis longtemps. Je pense qu'il y aurait eu davantage de crédibilité, de portée s'il ne s'était pas déclaré orphelin politique avant de se rendre au Conseil général du Parti libéral. C'est pas grave. Je renie ma carte, je fais plus partie de la gang, mais je vais quand même aller vous le dire en pleine face. C'est un peu particulier, ça, j'avoue. Mettons que s'il était resté dans le parti et qu'il avait critiqué de l'intérieur, on aurait eu quelque chose de plus intéressant comme débat que quelqu'un qui s'en retire et qui fait son adieu à ses compagnons d'armes. Mais sur le fond, il a raison. C'est une réflexion qu'on doit faire au Parti libéral. Je recevais André Pratt à mon émission ce midi, qui co-préside le comité de relance du Parti libéral du Québec. Et il dit, on en parle tout le temps, dans toutes les réunions, avec les militants, avec les anciens chefs, avec les députés, comment on peut se rapprocher de l'électorat francophone, comment incarner d'une manière moderne ce nationalisme-là, sans être celui de la CAQ, qui est évidemment pas le même, sans évidemment être celui du PQ, qui est l'indépendantisme. Ça reste un dilemme et ça reste compliqué, on le sent au Parti libéral, d'avoir un nationalisme plus affirmé, sans avoir l'air de vouloir ressembler à un autre parti politique. Oui, à partir du moment où il n'y a plus de menaces référendaires, Véronique, le Parti libéral qui a comme perdu un peu ses repères, puis la CAQ étant nationaliste sans faire l'indépendant, disons qu'il reste moins de place un peu, là. Il y a des libéraux qui sont traversés à la CAQ parce qu'ils étaient plus nationalistes, peut-être un peu moins fédéralistes. Puis la CAQ s'est revendiquée comme le parti de l'économie. Puis c'est un titre avant qu'on attribuait au Parti libéral. Alors, est-ce que c'est le parti de l'économie? Non, c'est la CAQ. Est-ce que c'est le parti qui défend les droits individuels? Bien, Québec solidaire puis le Parti québécois le revendiquent aussi. Est-ce que c'est le parti des régions? Bien, le PQ dit non, c'est nous, la CAQ aussi. Alors, ils ont de la difficulté à trouver leur espace.
Puis des gens comme Jérôme Turcotte, je pense qu'ils sont pas habitués de voir ce genre de sortie-là non plus dans les congrès. C'est le genre de choses qu'on a vu dans le passé, plus au PQ, par exemple, là. Parce que les libéraux, même sans chef, on aurait pu penser qu'il y a des factions qui auraient pu se créer avec des nouveaux leaders, des mouvements à l'interne. Pas vraiment. Ils sont restés comme patients. Ils sont encore le parti bien rangé, malgré le fait qu'ils n'ont pas de chef. Puis ils attendent patiemment les recommandations, justement, du comité de relance, qui, en passant, ne vont pas lier le prochain chef, alors que c'est quand même une variable importante, là. Les gens qui nous écoutent doivent se demander, mais là, ça fait quelques minutes qu'ils parlent du PLQ, personne ne parle de la course au leadership. Eux, Hélène, ils ne sont pas pressés et les candidats ne sont pas pressés pour lever la main non plus. D'ailleurs, la dernière rumeur, Marchand, c'est quoi ça, le maire de Québec? Ça sort d'où, ça? Bien, en tout cas, pour être à Ottawa, je peux peut-être pas parler spécifiquement de celle-là, mais ce genre de rumeurs-là, souvent, naissent autour d'une bière entre deux, trois Philippe Champagne, qu'on vient d'entendre. Voilà, et puis finalement, on se met à fantasmer sur quelqu'un. Des fois, ça fonctionne. Je pense à Michael Ignatieff, qui était avant d'être un malheureux chef libéral, était un prestigieux professeur d'université. Alors, des fois, on se met comme ça à s'emballer jusqu'à ce que le candidat, s'il est flatté, saute dans l'arène ou autrement fasse comme M. Marchand et dise merci, mais non merci. OK. Mais donc, course à la chefferie, Alec, on n'est pas très pressé? Non, on n'est pas pressé parce qu'on se dit plus on attend, on a peut-être des candidatures intéressantes qui vont pouvoir s'intéresser à nous après des élections fédérales, par exemple, qui pourraient venir bien avant, étant donné le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Certains pensent après les élections municipales. Moi, je trouve ça un peu tard. Là. C'est novembre 2025, les élections municipales. Wow. Alors, moi, je pense qu'attendre jusque-là, c'est un peu tard. Mais bon, il y en a qui rêvent à une course très, très tardive en espérant que le bassin de candidatures soit plus intéressant. Que quelque chose se passe entre-temps. Mais, que M. Legault décide de partir, mais il fait 10 fois qu'il répète en 10 jours, Véronique, qui est loin. Encore aujourd'hui, il a dit en conférence de presse que quand il est avec Pierre Fitzgibbon, ça lui donne le goût de continuer 10 ans encore. Oui, mais oui, effectivement, moi aussi, j'ai été étonnée d'entendre cette réponse-là, comme si on mettait en doute le fait qu'il voulait peut-être pas revenir pour un troisième mandat. Il a dit qu'il allait revenir si sa santé lui permettait. OK. Très bien. On va en reparler des libéraux. David Johnston n'a pas beaucoup d'amis au Canada. Là. Les gens font la ligne pour dire à quel point il avait des liens, les presque chinois, d'une certaine façon, qu'on laisse entendre. Et là, je savais que j'allais vous faire rire. Là. Demain, le NPD s'était gardé d'attaquer Johnston. En disant, nous, on va même accepter d'aller lire le rapport secret, puis on verra ce qu'on en pense après. Mais demain, le NPD, à son tour, réclame la démission de David Johnston. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Hélène? Oui, en fait, c'est bizarre parce M. Singh a aujourd'hui fait une conférence de presse exposant cette motion, mais en disant, nous continuons à avoir quand même confiance en lui. Donc, il se base, dit-il, sur la perception. Il y a une perception qu'il n'est peut-être pas objectif et donc mieux vaut continuer avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on comprend, c'est que politiquement, la soupe est un peu chaude pour le chef du NPD et en fait pour tout le NPD, d'avoir l'air d'être à la botte à la solde de M. Trudeau, de dire ce qu'il voulait entendre, de participer finalement à cette grande initiative. Surtout que, bon, évidemment, il est son partenaire de coalition, en tout cas, de coalition qui ne dit pas son nom. Alors, je pense qu'il y a un désir comme ça de se distancer, mais il y a quelque chose d'un petit peu alambiqué à dire on a encore confiance, mais on va comme s'appuyer ou donner raison à ceux qui ont des perceptions en demandant son dégommage. Il y a quelque chose d'un peu incohérent, me semble-t-il. On veut montrer que c'est une question de posture, là, qu'on dort pas totalement dans le même lit, Alec. Oui, exactement. Et je ne suis pas certain que même si la motion est adoptée, parce qu'elle a toutes les chances d'être adoptée, qu'il va y avoir une suite, ça voudrait dire pour le gouvernement Trudeau, là, grosso modo, de renier même le premier volet du rapport, de dire cet homme-là n'a pas suffisamment la confiance des Canadiens pour aller ensuite faire des audiences publiques. Donc, la première partie non plus ne vaudrait pas grand-chose. Je pense pas que les libéraux vont aller là. Alors, c'est vraiment du positionnement politique. Le NPD qui essaie de dire, écoutez, nous aussi, on trouve que l'enquête publique serait nécessaire, mais on sait pas trop comment l'exiger. On va pas aller jusqu'à une motion de défiance à quelques semaines de l'été. On n'ira pas jusque-là.
surtout qu'on ne sait pas trop à quel point les Canadiens nous pardonneraient de déclencher des élections sur ça. Alors, on va y aller avec une espèce de motion mitoyenne. Ça serait bien que les audiences publiques soient présidées par quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Pensez-y. Pour la suite. Que ça va aller très loin. Parce que pour ceux qui ne suivent pas ça dans tous les méandres, Johnston doit présider des consultations publiques pour écouter des gens, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de l'ingérence chinoise, entre autres, mieux comprendre. C'est comme le volet 2. Après son rapport 1, volet secret, et là, volet 3, enfin, volet 2, ça serait, c'est comme... Bon. Tour de table, qu'est-ce que le résultat ce soir peut changer en Alberta sur les relations fédérales-provinciales si la première ministre conservatrice, qui a de bonnes chances de l'emporter ce soir, disons-le, Hélène, l'emporte effectivement Mme Smith contre Rachel Notley, qui tente de revenir au pouvoir. Qu'est-ce que ça change si elle est élue pour vrai, là, si je peux dire? Bien, écoutez, ce qui est intéressant avec ce scrutin, c'est que, quelle qu'en soit l'issue, ça va enquiquiner au moins un chef politique fédéral. Alors, si c'est Mme Smith, comme on le pense, elle est quand même prompte à des déclarations assez controversées. Elle a parlé de fait des comparaisons avec Hitler et les vaccinés, etc. Ça pourrait venir plus tard emmerder un peu Pierre Poilievre, et je suis certaine que les libéraux vont consigner toutes les déclarations malheureuses qu'elle fera pour essayer de les attribuer à M. Poilievre. Et si c'est Mme Notley, évidemment, ça va enquiquiner M. Singh, parce que sur la question des pipelines et du pétrole, ils ne sont pas du tout du même avis. Oui, parce qu'elle a vu un pipeline, même si elle est du NPD. Alec? Ben d'abord, sur le front des changements climatiques, le ton serait radicalement différent si le NPD l'emporte. Beaucoup plus facile pour le reste du Canada de travailler avec une Alberta dirigée par le NPD, même si ce ne serait pas la panacée non plus, ce serait quand même plus facile. Et Hélène a raison, Danielle Smith, c'est pas pour rien que Pierre Poilievre ne lui a pas donné un très gros appui. Là. Il a envoyé une petite vidéo, il a dit « J'espère que tu gagnes », mais il n'est pas allé s'afficher avec elle en campagne électorale. C'est vraiment un électron libre, et là, il y a un risque pour le Parti conservateur dans les prochains mois. Très bien. Merci. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois. On va surveiller. C'est ce soir, c'est ce soir, donc, l'élection.